Voilà, merci. On va parler du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial que doit jouer les rôles précis de la République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Charles Moubiloulou, bienvenue. Merci. Alors, ça vous intéresse beaucoup plus, le nouvel ordre mondial? Oui, on est partie intégrante du monde. Il est tout à fait normal qu'on y pense, sinon les autres penseront pour nous. Alors, le rôle de la République démocratique du Congo? Non, il faut situer la République démocratique du Congo comme un État pivot du monde, mais qui, à un certain moment, ne joue vraiment pas son rôle. De la Première Guerre mondiale déjà, il y avait une question dont la réponse devait venir de la République démocratique du Congo. Je fais allusion avec cette histoire de l'invention du caoutchouc et tout ça. La Deuxième Guerre mondiale, c'est Hiroshima, Nagasaki, et tout ça, c'est toujours la République démocratique du Congo. Combien d'États y a-t-il dans le monde? Et pourquoi seulement la République démocratique du Congo? Donc voilà, il est tout à fait normal que les Congolais commencent à réfléchir de ce qui devrait être leur rôle. Déjà, nous avions eu un rendez-vous raté avec la période de guerre froide, parce que finalement, nous étions dans une distraction, nous ne savions pas de quel côté il faut être. Et il y en a de ceux qui parlaient qu'on n'était ni à gauche, ni à droite, et même ni au centre. Mais tout en étant ni à gauche, ni à droite, ni au centre, mais nous étions quelque part. Et finalement, le rôle a été ce que cela a été. Au jour d'aujourd'hui, nous en subissons. Donc, il est tout à fait normal qu'à ces jours, l'intellectuel congolais, je parle plus d'intellectuels congolais que les politiques congolais, donc doit normalement chercher à réfléchir sur ce qui devait être le rôle du Congo dans cette nouvelle configuration. Alors maintenant, selon vous, quel doit être ses rôles? Vous avez parlé que la RDC, c'est un pivot. Aujourd'hui, il y a d'une part les Occidentaux, de l'autre part, nous avons des Orientaux, oui. Des Orientaux, vous composez la Russie, la Chine et les autres. Mais dans cette guerre au niveau de l'Ukraine, on ne sait pas situer la République démocratique du Congo. Surtout avec la guerre dans l'est de la RDC, dans l'est du pays. Et cette guerre, tantôt on fait les yeux doux à la Russie pour que la Russie intervienne. Exactement. Alors on ne sait pas certainement se situer. D'accord. D'abord, il faut aller, ça c'est la réflexion du politicien congolais. C'est quoi? C'est qu'il faut rester dans la logique de dire que nous sommes agressés. Et comme tel, l'agression reste condamnable. Donc nous devons condamner l'agression. Et dans cette logique, il est tout à fait normal que nous condamnions, entre guillemets, la Russie, parce qu'il est supposé avoir ces statuts-là d'agresseur. Et donc, si nous acceptons que la Russie puisse agresser l'Ukraine, donc nous accepterons aussi que nous aussi nous soyons agressés. Voici le premier paradigme. Cette ambiguïté demeure dans les chefs de politiciens. De l'autre côté, nous rentrons dans nos origines pour comprendre que la cause de notre malheur, ce n'est pas la Russie au départ. Évidemment, ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui colportent chaque fois quelque chose. Ils ont mis en place une machination qu'ils appliquent de façon tout à fait permanente pour que la République démocratique du Congo soit ce qu'on appelle l'État failli. N'est-ce pas? Un État qu'on ne peut pas gérer. Un État, donc l'État, le pouvoir central n'a pas la capacité de pouvoir imposer justement cette contrainte ou avoir ce qu'on appelle la légitimité de faire contraindre la loi, d'être celui qui incarne la puissance. Donc ça, c'est ce qui est colporté par les Occidentaux. Alors, on nous fait croire que, en fait, nous réfléchissons en tant que Congolais sur cette réalité-là. Alors, comment y sortir? Comment y sortir? C'est ça, il faut falloir normalement revenir sur les origines. Je vais un peu vous scandaliser pour vous dire que les mêmes causes qui ont amené à la mort de Léopoldé, ce sont les mêmes causes qui amènent justement à la mort de Lumumba. Donc voilà, c'est quoi exactement ces causes? Ce sont les multinationales avec leurs intérêts. Ce sont les multinationales avec leurs intérêts. Quand ils ont utilisé Léopoldé à un moment donné, que les intérêts ne convergeaient plus dans le même sens, il fallait l'éliminer. Il y avait toute une commission qui est venue. Évidemment, je ne veux pas lui donner des 10 millions de morts qui pèsent jusqu'à ce jour sur son dos, mais on a quand même envoyé les enquêteurs pour pouvoir enquêter sur les exactions qu'ils commettaient en République démocratique du Congo. C'est pour dire, voilà, les chiffres nous t'avons utilisés et on ne peut plus t'utiliser. Allez, va-t'en. Et M. Kagame, qui m'entend, si jamais,
doivent prendre garde parce que on va les jeter à un moment donné. M. Kagame. Oui, parce qu'on va les jeter parce que... Depuis qu'il est là, on sent qu'il est le chouchou de cette communauté internationale. On va les jeter quand? Quand il va continuer certainement à faire du mal à la RDC? On va arriver là, on va arriver certes. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a utilisé Léopold II. Le moment venu, ce sont ses pairs qui l'ont jeté, ces multinationales. Mais par rapport à lui, mais qui est-il déjà? Qui est-il? Ce n'est qu'une marionnette qu'on est en train d'utiliser. Et cette ambiguïté qui demeure justement... Aujourd'hui, il y a même la FIFA qui est allée au Rwanda, ce qui fait qu'il y a une diplomatie agissante de leur part. Bon, il va falloir d'abord définir c'est quoi la diplomatie. La diplomatie, c'est la poursuite de la politique interne sur le plan externe. Que nous, la RDC, on n'arrive pas Nous devons d'abord commencer à définir d'abord la politique interne, et cela se définit par rapport à ce qu'on appelle l'intérêt national. Et l'intérêt national, c'est défini par rapport à un temps, par rapport à un moment. Donc là, c'est une autre question. Mais d'abord, je voulais revenir un peu sur l'attitude de Kagame qui doit en fait être conscient qu'il finira un moment et on finira par les remercier. Donc, c'est inévitable. Le plan de la République démocratique du Congo, c'est un plan qui est conçu ailleurs par les Occidentaux. Et ils veulent nous mettre dans cet état d'État failli, n'est-ce pas, qui est incapable de gouverner son propre territoire. C'est comme ça que vous avez entendu Macron parler à notre chef de l'État que nous étions incapables d'établir notre souveraineté sur le plan sécuritaire. Mais il oublie à la base que la situation qui nous est arrivée, comme bien sûr il a été précis en nous parlant du temps de l'année 1994, il oublie que l'opération turquoise qui était au Rwanda, qui a obligé le Congolais Mobutu à l'époque d'ouvrir les frontières afin de pouvoir, est à la base de cette histoire. Il oublie que dans l'Organisation des Nations Unies où ils siègent, ils ont imposé à la République démocratique du Congo un embargo sans raison, etc. Et donc la conséquence, c'est que nous ne pouvions pas être capables de pouvoir, n'est-ce pas, garder ce qu'il appelle notre souveraineté sur le plan sécuritaire et sur le plan. Donc pour être circonscrit dans notre débat, c'est que le moment venu, le monsieur va être remercié inévitablement. Pourquoi? Parce qu'il n'est qu'une marionnette qu'on est en train d'utiliser. Et c'est pourquoi l'intellectuel congolais ne peut pas rester dans cette confusion, par exemple, demandant à ce que Kagame puisse, le président Macron, en visite officielle ici, puisse déclarer que Kagame était un agresseur. Non, mais Kagame, qui est-il? Je ne le dédouane pas, il reste pour autant responsable, coupable de toutes les exactions qu'il commet, mais il n'est qu'une marionnette. Nous souffrons d'une guerre impérialiste, et cette guerre demeure depuis des années. Et à ce jour, il est tout à fait normal que nous puissions redéfinir notre politique sur le plan interne en fin de sorte. Alors maintenant, la situation internationale actuelle se présente comme une opportunité pour la République démocratique du Congo. Comment? Au départ, j'avais relevé au début l'ambiguïté par rapport au fait que nous devions condamner l'agression et l'agresseur. Mais nous, malheureusement, cette histoire-là d'agresseur-agressé, c'est une sorte de camouflage. Donc pour nous, nous devons choisir notre camp. Nous devons choisir notre camp et le moment est venu de tourner un peu notre façon, notre appréhension vers les orientaux. Les occidentaux, ils ont mis un plan depuis toujours qui fait que nous restons à genoux et ils l'ont fait avec nos propres frères, ils l'ont fait avec le voisin. Ils continuent à le faire. Et au jour d'aujourd'hui, il faut leur dire stop. Il faut des décisions de courage. Le président de la République actuellement doit savoir qu'il a une opportunité de pouvoir écrire la vraie histoire politique de la République démocratique du Congo, qui passe outre que la question des élections qui reste une distraction. Je suis un politologue. C'est une distraction, les élections. Évidemment, pourquoi j'ai mis en exergue ce fait-là d'être un politologue? C'est pour vous dire que ces élections, c'est un cycle qui est conçu par les impérialistes. Parce que vous allez faire les élections. On va faire des contestations. Mais dans toute démocratie occidentale qu'orientale, il y a toujours les élections. Il y a les élections. Alors pourquoi vous dites que c'est une distraction? Les élections... Que ce soit en Russie, quand bien même c'est des élections, mais il y a est-ce que les élections commencent dans toutes ces civilisations? Et ça commence quand? Mais c'est à peine au XXe siècle que ça commence, les élections.
Bien Alors, avant, pour vous, il fallait poser des bases. Et nous, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas de bases. Je suis un politologue, je t'ai dit que les élections en Afrique sont essentiellement basées sur des critères claniques, tribales, voilà. Et quand nous étudions la démocratie comme mode de gouvernance, la partie négative, si vous voulez, l'inconvénient de la démocratie, c'est qu'il peut amener n'importe qui au pouvoir. Quelqu'un qui n'est pas lucide, quelqu'un qui n'a pas de capacité, mais il est là, il gouverne parce qu'ils étaient majoritaires. Vous êtes d'accord avec moi? Donc cette approche-là fait que vous passez outre. Alors, au jour d'aujourd'hui, autre que cet inconvénient que je vous cite, les élections vont nous mettre dans un cycle de contestation, de distraction, alors qu'il est une occasion actuellement que nous puissions saisir cette opportunité pour définir notre politique. Alors, vous croyez qu'il faut s'en débarrasser des élections? Non, mais je crois qu'il y a des dispositions. On va revenir sur les élections. Ça a été en 2016 ici, non? On a poussé un peu et on est revenu. Mais la concentration actuellement devrait être sur la situation géopolitique internationale pour que nous puissions définir de façon définitive comment sortir, n'est-ce pas, de cette emprise, n'est-ce pas, occidentale. Mais vu notre position faible, vous aviez dit l'objectif c'est de faire à ce que la RDC soit déclarée un État failli. Oui. Mais devant les deux puissances mondiales, oui, la Russie, les États-Unis, aujourd'hui, si la RDC essaie de se positionner, par exemple, en faveur de la Russie, mais la Russie fait face à l'Ukraine, qui est soutenue par les Occidentaux, vous ne voyez pas que la RDC risque d'être écrasée par cette communauté internationale, par les Occidentaux? Parce que pour le moment, la Russie ne va pas totalement soutenir la RDC parce que d'abord, regardez partout. Non, nous n'avons pas besoin. Partout là où. Nous n'avons pas besoin. Écoutez, j'ai pas. Que je finisse ma réflexion sous forme d'une question. Partout là où il y a eu des forces russes, ces forces ont été rappelées. Oui. Que ces forces rejoignent d'abord la Russie pour qu'elle aille combattre en Ukraine. Oui. Alors aujourd'hui, la RDC, si elle s'est tournée vers la Russie, vous ne voyez pas que ça risque d'être à notre défaveur? D'abord, la RDC ne pourra pas se tourner totalement vers la Russie, mais vers les Orientaux. Je vois la Corée, je vois la Chine, je vois tous ces États-là qui connaissent bien le plan machiavélique, n'est-ce pas, des Occidentaux sur la RDC. Ça, c'est un fait. Et ils savent bien qu'il faut affaiblir ceux Occidentaux qui exploitent la RDC. Le pape l'a dit, enlevez vos mains. Donc, tous, ils le savent. Donc, nous leur amenons. Donc, nous n'allons pas être. Vous risquez d'avoir peur de dire, voilà, nous risquons d'être comme l'Ukraine. Non, nous n'allons pas être comme l'Ukraine. Déjà, il faut dire qu'il faut utiliser un pays comme base arrière. N'est-ce pas? Un pays comme le Rwanda, il est tellement minime pour pouvoir nous faire la guerre. Beaucoup réfléchissent dans ce sens-là. Et je vous dis, c'est parfait. Le petit Rwanda ne peut pas nous faire la guerre, ça c'est clair. Un politicien avait dit qu'il sera englouti en RDC, ce qui est tout à fait normal. Il va faire la guerre comment? Donc ce sont les multinationales. Mais bien sûr que vous, c'est ça. Et alors, toutes ces grandes puissances. Et toutes ces grandes puissances. La France, les États-Unis. Exactement. La Grande-Bretagne. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, ils sont préoccupés par cette guerre en Ukraine. Oublions ce qui se passe en RDC. Et voilà une occasion pour nous de camoufler un tout petit peu, n'est-ce pas? De pouvoir imaginer avec le Russe pour dire, écoute, ces obus que vous êtes en train de chercher, on peut les fabriquer sur place ici chez nous parce que nous avons des matières premières. Toutes ces munitions-là, on va en fabriquer sur place. De côté, mettez-nous une petite usine de Kachilnikov. Nous aussi, nous allons commencer à fabriquer. Parce qu'une armée est une armée du moment où il produit l'armement. Donc, et ça peut permettre justement à ce que le Congolais commence ne serait-ce qu'à produire quelque chose avec ce que nous avons. Ce n'est que sur base de ça que nous serons capables de rétablir ce que ce monsieur appelle notre souveraineté sur le plan sécuritaire. Pour que nous ne soyons plus insultés. En fait, quelque part, ils nous insultent, mais ils savent bien que l'opération turquoise a permis ça. Ils savent bien que l'embargo a favorisé ça. Mais, comme pour se moquer de notre chef de l'État, il le tient responsable, alors que celui-ci n'est qu'un coupable. N'est que victime, plutôt, je vais parler. Donc, les Congolais sont des victimes. Et eux, qui sont le concepteur de cette situation qui fait que nous soyons un État failli, se moquent un peu de nous. Alors, au jour d'aujourd'hui, il faut le contourner. Et l'approche est celle-là. Donc, il ne faut pas seulement voir là. Au jour d'aujourd'hui, ils cherchent des munitions. Que ce soit la Chine,
que ce soit l'Iran, tous ces États-là, il est plus que normal qu'à ce jour, qu'on mette en place une diplomatie qui tourne vers ces États-là, qu'on envoie les jeunes gens être formés là-bas, qu'on voit un peu avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on ne peut pas fabriquer sur place ici. Et pourquoi seulement le Rwanda? Pourquoi ces multinationales ont pointé sur le Rwanda, alors qu'il y a 9 voisins de la RDC? Il y a 9. Bon, on n'utilisa qu'un seul voisin. Ce que je dis, qu'est-ce qui les intéresse beaucoup plus? Parce qu'il y en a 9. Mais en fait, peut-être l'histoire de la personne de Kagame. En fait, il faut trouver une, non? Vous n'avez qu'une seule épouse, non? C'est ça. Le choix, ils avaient besoin, à un certain moment, je crois qu'ils utilisent l'Ouganda et le Rwanda, mais à des proportions tout à fait différentes. Hein? Le Rwanda, lui, il est plus utilisé. Et comme il n'a rien sur son sol, c'est un petit État pauvre, n'est-ce pas? Et lui, il préfère s'exhiber comme ça. Il préfère s'exhiber comme ça. Voilà, la réalité, c'est celle-là. Donc, moi, je pense que nous n'allons pas dire pourquoi, c'est leur choix, mais c'est là qu'on court par le fait que le parcours de voilà, à vous entendre, a dû favoriser. Voilà, à vous entendre, vous avez parlé des élections comme une distraction. Au stade actuel de la République démocratique du Congo. Voilà, au stade actuel. De la République démocratique du Congo. Mais c'est l'exigence démocratique. Et cette exigence démocratique... La démocratie, écoutez, que ce soit au Sénégal, ailleurs, que ce soit au niveau de Ghana, au niveau du Nigeria, il y a eu des élections. Et en plus, il y a eu presque la même situation qu'en RDC. S'il faut parler d'un État, par exemple, de cas de force majeure, il y a eu Covid-19. Dans tous ces États-là, ils ont organisé des élections. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait déjà pour la RDC, de considérer les élections comme une distraction, c'est déjà une erreur. Parce que ce pays en 2016, il y a eu glissement. On risque de retomber dans ce même phénomène. Il faut voir ces pays en grand héritage que nous allons léguer à nos enfants. Oui. Ne les diminuez pas pour une petite période qui est tout à fait éphémère. Regarde les élections. D'abord, au départ, les élections vous coûtent extrêmement cher. On vous conçoit quelque chose qu'on appelle commission électorale indépendante. Sans être indépendant, cette fameuse commission. On y met des gens qu'on sait au départ qui ne vont pas s'entendre. Donc on dit là, vous allez vous bagarrer. On sait que vous allez passer les temps... Est-ce que c'est vous-même ou bien ce sont les... mais vous savez d'où sont venues ces institutions. Vous savez d'où sont venues ces institutions qu'on appelait les institutions d'appui à la nos lois peuvent s'adapter. Je vais revenir pour répondre à votre question. Comment, moi, je trouve que les élections restent une distraction en un moment comme celui-ci. Parce que nous sommes dans une période où la configuration internationale, où les enjeux internationaux peuvent nous permettre justement de sortir de cette emprise occidentale. Alors que nous sommes là et ils le savent bien. Les jours vont venir. Vous aurez une grande pression sur l'organisation des élections. Ces pays continents non administrés, vous allez faire des élections comment? Vous allez les faire comment? Mais il y a eu 3 cycles électoraux qui ont été organisés. Comment ils ont été organisés? De la manière dont vous connaissez. Alors, moi, je pense qu'à ce jour, il faut arranger ces pays, les faire en sorte qu'on puisse les léguer. Quand vous parlez de la démocratie comme mode de gouvernance, avant que ça soit une démocratie, demandez à tout politologue, ils vous diront qu'il y a des principes qui concourent pour que ce soit une démocratie. On vous parle de la légalité, on vous parle de la bonne gouvernance, on vous parle de lutte contre la corruption, toutes ces histoires-là. Mais vous verrez que la démocratie de la République démocratique du Congo a toutes ces histoires-là. Donc c'est tout sauf une démocratie. Vous ne respectez pas les textes dans ces pays. Les gens peuvent vous voler. Donc une démocratie est démocratie du moment où vous avez la bonne gouvernance. Du moment où vous luttez contre la corruption. Donc la loi est là, elle s'exerce, elle s'oppose à tout le monde. Elle a son caractère impersonnel, qu'elle n'est pas au départ sélective. Ce n'est que dans cette logique-là que vous allez dire, voilà, nous sommes démocrates. Mais la démocratie qui consiste, pour le cas de la République démocratique du Congo, qui dit, vous partez, moi je viens avec mes frères. Parce que c'est comme ça, hein. Et vous encore partez, moi je vais avec mes frères. Donc c'est notre tour.
C'est ce que vous appelez la démocratie en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une démocratie qui va dans la gouvernance du pays sur base de principes normaux qui amènent au développement. Ce n'est pas ça. Et donc, on ne doit pas se mettre dans ce cycle en train de se quereller sur le petit beefsteak ici, n'est-ce pas? Un pays extrêmement riche et nous savons finalement... Alors là, il faut aller... Nous devons d'abord mettre les bases. Comme tous ces États-là, ils ont mis des bases et ils se sont mis dans ce cycle de la démocratie. Alors, mais ces bases, lorsque déjà vous les posez à la fin d'un mandat, vous ne voyez pas que ça ne sera pas bien vu. Ces bases-là auraient dû être posées bien avant. Bien avant, après, mais les circonstances actuelles, et je suis en train d'insister sur les circonstances actuelles, qu'on doit tous, tout Congolais, focaliser nos yeux, focaliser notre attention et surtout intellectuelle par rapport à la nouvelle configuration internationale. Et nous devons finalement arriver à sortir de cette emprise. Et si nous restons sur la question des élections, je crois que nous allons demeurer dans une distraction. Je suis en train d'insister. Parce que vous verrez que l'année ici, 2023, qui était une année des grands enjeux internationaux, nous risquons d'être totalement pris en otage par des élections. Nous risquons d'être totalement pris en otage par des élections. Voilà. Mais ces élections-là, ça va amener quoi? Soit celui qui est au pouvoir reste là, soit quelqu'un d'autre vient et il vient avec les siens. Ils vont commencer à se partager les gâteaux. Ici, nous avons besoin d'avoir un État normal, un État qui fonctionne, qui devrait normalement retrouver sa souveraineté sur le plan, pour ne pas reprendre ce que m'a dit Macron, sur le plan sécuritaire et sur le plan social et sur le plan afin de mettre le pays sur le développement. Merci beaucoup, M. Jean-Charles Mobiloulou. Merci. Surtout de votre passage. On va cette fois-ci parler d'une autre actualité tout de suite.